Bien, cher public, bonsoir. Maxime avec vous. Bienvenue dans ce nouvel entretien du Club du mercredi. On reprend le cycle des vidéos un petit peu sur le vif, dans l'urgence, puisque s'est tenu hier le premier tour des élections régionales et les résultats qui sont tombés finalement ont surpris beaucoup de monde et surtout le taux d'abstention a surpris beaucoup de monde. Donc on vous propose une analyse rapide. On va essayer de faire un format court autour de ce qui s'est passé hier, mais une analyse tout de même assez fouillue et qui vous donnera des idées sur ce qui va se passer ensuite. Pour mener à bien cette analyse, je suis en compagnie de Pierre Cornu ce soir, qui est… Pierre, tu as un diplôme, bon, déjà on se connaît, on va se tutoyer, tu as un diplôme en sciences politiques, tu es venu déjà au Club du mercredi nous faire une conférence sur Spengler, une conférence que tu avais appelée Quelle heure est-il en Occident, et tu nous fais l'amitié de nous accorder donc cet entretien ce soir pour nous livrer une analyse des résultats du premier tour des élections régionales de 2021. Alors pour rappel, et je vais te proposer de procéder de la sorte. On va passer déjà par le Grand Est, puisque c'est notre région et c'est celle qui concerne la majorité de notre audience. Ensuite, on va aborder les questions des résultats sur le plan national. Tu vas nous faire une petite analyse sociologique et puis enfin, on terminera avec toutes les perspectives qui concernent 2022. Alors, pour rappel, donc dans le Grand Est, les résultats obtenus, les Républicains ont fait 31,15%. Tu sais, c'est la liste de Jean Rottner, c'est la liste qui était déjà à la tête de la région, qui avait déjà gagné les élections de 2015. Le Rassemblement national, donc la liste de Laurent Jacobelli, elle a fait 21,12%. Europe Écologie Les Verts en a fait 14,6%. La République En Marche, donc le parti présidentiel, n'arrive seulement qu'en quatrième position chez nous à 10,77%. Le Parti socialiste, 8,64%. Les Patriotes, 6,95%, score sur lequel on reviendra tout à l'heure peut-être. Et puis Unserland, donc, qui est un parti autonomiste alsacien, qui fait 3,67%. Les autres partis sont en dessous de la barre des 3%, notamment en ce qui concerne, je crois, Force ouvrière et le parti de l'Union des démocrates musulmans, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, qui font 0,60% de mémoire. Alors, au niveau de ces résultats obtenus dans le Grand Est, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est, selon toi, aligné finalement sur les résultats nationaux qu'on verra tout à l'heure? Est-ce que selon toi, Jean Rottner a profité de la prime au sortant et de toute la réputation qu'il s'était taillée à l'occasion du premier confinement, puisqu'il avait été un personnage médiatique important? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interroge ou qui retient ton attention dans ces résultats? Écoute, Maxime, on va dire que les résultats dans la région Grand Est sont parfaitement, parfaitement représentatifs des résultats à l'échelle nationale, dans les grandes lignes en tout cas. Donc, on va s'attacher là plutôt à relever les particularités de notre scrutin. Donc, en gros, Jean Rottner a fait à peu près le score qui lui était prévu dans les sondages, un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend. Par contre, le score vraiment intéressant à relever, c'est celui de Laurent Jacobelli, donc candidat à Rassemblement national. Donc, lui, il est à quasiment moins 10% par rapport au sondage qui lui était promis il y a encore une semaine, quoi. Donc, c'est vraiment une contre-performance remarquable. Les Verts font un résultat pas trop mauvais, un peu au-dessus de la majorité des sondages. Donc, ça, on pourra l'expliquer aussi quand on s'intéressera au résultat national. La liste LREM, enfin assimilée LREM, qui a atteint tout juste la barre des 10%. Donc je rappelle, hein, il fallait atteindre les 10% pour pouvoir accéder au second tour. Donc c'est vraiment le seuil fatidique. Et puis voilà, la gauche, le PS ne passe pas le second tour. Et par contre, ce qu'on peut noter, et ce qui sera, je pense, très intéressant à mettre en parallèle avec les résultats du RN, c'est le résultat de la liste de Florian Philippot, donc la liste de droite souverainiste, qui a fait quasiment 7%. Donc Il pour faut rappel, qu'il Florent passe Philippot, de 1%, 1% voilà, dans le Grand Est qu'il avait fait aux élections européennes à 7%. Il multiplie par 7 en fait. voilà, donc c'est vraiment considérable. Donc Florent Philippot, ça s'explique probablement par l'activité qu'il a réussi à déployer sur les réseaux sociaux et dans le réel, dans le contexte de la crise sanitaire, hein. Donc pour rappel, il se positionne contre le consensus enfermiste et la dictature sanitaire qu'il condamne. Donc, il a pu accéder à une exposition médiatique par ce biais-là.
Et puis, Florent Philippot, par rapport à son époque RN, enfin FN plutôt, il s'est aussi décomplexé hein, de manière générale dans son discours, y compris sur l'immigration. Hein. Au FN, on lui reprochait souvent d'être trop techno et d'être assez léger sur les thématiques migratoires et sécuritaires. Et bien, maintenant qu'il fait cavalier seul, il a en tout cas radicalisé l'expression de son discours sur ces thématiques-là également. Donc, il a fait une très bonne campagne. Enfin, plus qu'une campagne, il présente un nouveau visage depuis quelques mois, depuis un an, presque deux maintenant. Donc, finalement, il est récompensé. Donc, ça va être très intéressant maintenant qu'on va pouvoir basculer sur les résultats nationaux, de comprendre pourquoi Florian Philippot, lui, arrive à faire une performance, à doubler ses résultats, enfin pas à doubler, à sextupler ses résultats, et pourquoi le RN, lui, est en recul absolument partout en France. Parce Voilà, que donc on va... de mémoire, un candidat qui passe de 1% à 7%, qui fait x7 sur ses résultats, c'est quelque chose de tout à fait inédit, en fait. Hein. Ça n'est pas Bah, arrivé, qui plus est dans un contexte où il n'est pas soutenu par un appareil politique, il n'a pas tellement d'argent pour mener campagne, il n'a pas vraiment pu faire campagne physiquement à travers la tenue de meeting. Donc, c'est quand même effectivement quelque chose de remarquable. Alors, est-ce que ça tient plus, selon toi, à la réussite propre de la liste menée par Florent Philippot, sur laquelle Pierre-Yves Rougeron apparaissait notamment, cette liste qui avait une liste de volonté de rassemblement des souverainistes, qui était d'ailleurs pas seulement la liste de Florent Philippot, hein, il y avait aussi le parti VIA de Jean-Frédéric Poisson avec. Tout à Est-ce que fait. ça tient plus, selon toi, à cette volonté-là, ou est-ce que ça tient aussi et surtout à l'effondrement du Front National? Comment se fait-il que le Front National a perdu 10% dans dans toutes les régions finalement qu'il visait, hein. Chaque fois, il a perdu. On rappelle les résultats nationaux, si tu me le permets, pour terminer ma question, mais globalement, les Républicains également sur le plan national sont en tête, avec 27,2% des suffrages. Le Rassemblement national, 19,3%, le PS, 17,6%, ELV, donc Europe Écologie Les Verts, 12,5%, La République En Marche, qui est derrière les Verts quand même sur le plan national, 11,2%, et puis enfin la France Insoumise, alors là c'est l'hécatombe, 4,2%. Donc il faudra revenir aussi sur le résultat de la France Insoumise. Mais bon, Tout le à fait. résultat du Rassemblement national, comment tu l'expliques, toi? Bon, alors, il faut d'abord partir hein, de l'abstention que tout le monde a relevée, donc une abstention considérable. C'est-à-dire qu'en fait, aux dernières élections régionales, donc de 2015, on était à peu près, il y avait une hausse de la participation. On était remonté à quasiment 50% de participation. Ouais. Donc voilà, ça tournait autour de ces chiffres-là. Et là, on est à quasiment 70% d'abstention. 70% d'abstention. Donc là, ce sont les résultats affinés. On est plutôt voilà, 66 ou 67% d'abstention. Donc c'est vraiment considérable. C'est-à-dire c'est inédit, c'est historique dans toutes les élections régionales depuis que les élections régionales existent. On n'est jamais tombé aussi bas. Donc ça fait longtemps hein, que l'abstention monte, mais là, disons que ce n'est pas une montée linéaire, quoi. C'est vraiment un effondrement total de la participation. Donc c'est vraiment le premier fait à relever. Ensuite, comme tu l'as dit, extrêmement bonne performance de la droite, on va dire, institutionnelle, donc LR. On va revenir dessus hein, parce que c'est à relativiser. C'est-à-dire que c'est vraiment cette performance de la droite est vraiment... Il y a ils ne sont 30% des forts. votants qui se déplacent, enfin, il y a Voilà, en 30% fait, des inscrits qui se déplacent, et finalement, oui, ils font leur score, mais il va falloir revenir sur la sociologie des gens qui se sont déplacés. exactement. C'est-à-dire qu'ils sont forts de la faiblesse de leurs adversaires, pour le coup. Hein. Donc, c'est pas du tout dans les médias là, actuellement, les candidats de droite, Pécresse, Bertrand, qui qui se placent en candidat pour la présidentielle, essayent bien sûr de faire fructifier ces résultats. Oui, parce que les deux Euh, sont en tête dans leur région en plus. voilà, ils sont non Bertrand a pris 20 seulement points au Front National, hein. absolument, ils sont non seulement en tête, mais beaucoup plus que Ouais. ce que les Et sondages le Pécresse aussi prévoyaient. d'ailleurs, parce que Bardella est à 13 et Pécresse est à 33, 36, je crois. Donc, Tout à fait. Bah, je ouais. pense que le plus significatif, c'est Bertrand, effectivement, dans le Nord, hein, qui dépasse les 40%, Mm. alors que alors qu'il était donné au coude à coude avec le RN dans les 30%, et le RN, lui, est à 20%, hein, à peine plus de 20%. Donc, en fait, il y a plus 10 points d'un côté, moins 10 points de l'autre. Ouais. Pareil sur la région PACA, ça fait des semaines et des mois que Thierry Mariani monte dans les sondages.
Et au final, ils sont au coude à coude avec Avec Muselier, Muselier. Ouais. le candidat LR. Donc, c'est-à-dire que c'est un score inférieur pour le RN à celui de Marion Maréchal il y a 6 ans. Donc, en gros, Marion Maréchal, même avec plus de 40% au premier tour, n'avait pas gagné la région. Donc, il est fort probable que Mariani ne gagne pas la région. Donc, aucune région gagnée pour le RN. On rappelle que c'était la petite musique qui cantonnait tous les médias, c'est-à-dire cette fois, c'est la bonne pour le RN, ils vont gagner des régions, c'est terrible. Bon, pas du tout. Pour finir sur les résultats nationaux et les grandes lignes, on voit une LREM, le grand perdant également. C'est-à-dire que dans le Nord, il ne passe pas la barre des 10%, malgré les ministres qu'ils ont envoyés sur place, dont Dupond-Moretti. Donc j'ai vu passer France Culture aujourd'hui qui disait malgré le fait que Dupond-Moretti soit aimé des Français, il ne passe pas au second tour. Donc il Ouais. y a peut-être voilà, il y a peut-être une erreur d'analyse de la part de France Culture sur l'amour que les Français portent à des personnages comme Ils sont Dupond-Moretti. 8, hein, les ministres qui ont pris une tôle, il me semble. Ils sont allés quand même très nombreux, un petit peu partout. Bah, nous, dans le Grand Est, Je crois toute qu'ils la sont liste était 15, menée par 15 même. Ouais, bon. Bah, tu vois, 15 ministres et secrétaires d'État. et, voilà. Et ça Donc, finit mal. Hein. donc LREM, en fait, ouais, stagne à 10%. Donc certaines régions, ils passent même pas les 10%, d'autres, ils sont à peine au-dessus. Mais c'est-à-dire que l'électorat de Macron ne s'est pas déplacé non plus. Donc le RN, on l'a dit très bas, hein, moins 10 points à peu près partout, Ouais. même dans les autres régions hein, que celles qu'on a évoquées. Les écologistes font un score un petit peu meilleur qu'attendu. Donc pareil, on va l'expliquer par la sociologie de ceux qui se sont déplacés. Et autre fait à noter, c'est effectivement l'extrême gauche, quoi. Donc Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est un effondrement. C'est presque pire que le RN. Hein. C'est-à-dire qu'on attendait le RN en acteur principal de ces élections. Donc, on se focalise vraiment sur la contre-performance du RN, mais dans l'absolu, la contre-performance de Mélenchon et l'extrême gauche est encore plus remarquable, quoi. Bon, Donc, voilà, comment tu expliques ça? Parce qu'au-delà de la satisfaction, enfin, toi, je sais pas, tu peut-être partages, tu partages peut-être pas ce constat de satisfaction. Personnellement, je suis très heureux que le Rassemblement national et la France insoumise aient fait des scores si bas. Mais comment tu l'expliques? Marine Le Pen a dit que bah, son électorat s'est pas déplacé. Ils appellent tous à ce que les gens retournent voter pour le Rassemblement national et que les choses reviennent à la normale. Est-ce que ça va arriver selon toi? eh ben, je pense que Marine Le Pen a raison. Donc, il arrive que le diable porte pierre. Et c'est bien que l'électorat RN ne s'est pas déplacé. Hein. Il n'y a pas eu d'erreur de sondage. Et c'est une étude de l'IFOP qui nous apprend ça. Donc, une étude vers laquelle je renvoie tous nos auditeurs, Ouais. donc qui est en fait un sondage jour du vote. Donc, en fait, sur un jour, l'IFOP a interrogé les personnes qui se sont déplacées pour connaître en fait le pourcentage de gens qui se sont déplacés aux urnes en fonction de leur vote précédent. Donc, plus que sociologique, c'est même idéologique. Hein. Donc, on a une étude qui nous montre quelle famille politique s'est déplacée et quelle famille politique s'est abstenue, quoi. Donc, si on se base sur cette étude, on se rend compte que les grands résultats à retenir, c'est que ceux qui se sont le plus abstenus, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc, 75% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017, 75% d'entre eux ne se sont pas déplacés aux urnes. Donc, c'est énorme. Juste en dessous, on a les électeurs de Marine Le Pen. Donc, 71% des électeurs de Marine Le Pen ne se sont pas déplacés aux urnes pour voter au régional. Et Euh, je me permets, je te coupe, mais oui. on notera avec beaucoup d'amusement que finalement, ce sont les deux partis qui ont renié complètement leur ligne de 2017, qui, soi-disant, n'allaient pas les mener au pouvoir, qui finalement ne sont plus capables de mobiliser 70% des gens qui ont voté pour eux à l'époque et qui se Alors, retrouvent à prendre une tôle. tout à fait. Donc, eh ben, on va voir que ça ne touche pas que eux. Donc, juste après, dans l'abstention, il y a les électeurs d'Emmanuel Macron. Eux, c'est 64%, 63% des électeurs d'Emmanuel Macron qui ne se sont pas déplacés aux urnes pour ces régionales. Et donc, on va arriver à l'explication des résultats, tout simplement. 52% des électeurs de François Fillon, eux, se sont déplacés aux urnes. Donc, 48%, pardon. Donc, Ouais. 52% d'abstention. Donc, quand on compare ce 52% d'abstention aux 60% et quelques de Macron et aux 70% du RN et de Jean-Luc Mélenchon, on comprend qu'en gros, les sondages avaient juste, c'est-à-dire dans l'opinion, le RN devrait être à 10 points au-dessus et LR à 5 ou 8 points en dessous. Mais comme les électeurs du RN ne se sont pas déplacés, c'est un peu la double peine, hein, c'est des pourcentages. Donc,
C'est mathématique, ça monte très très vite, hein. Il suffit qu'une partie des électeurs n'aille pas voter et les voix comptent double, entre guillemets. Donc, qui s'est déplacé? C'est les électeurs de François Fillon. Et maintenant, si on s'intéresse à la sociologie, on sait très bien que les électeurs de François Fillon, ça apparaît dans l'étude de l'IFOP de manière plus précise, les électeurs de François Fillon et de la droite traditionnelle sont en fait les classes sociologiques les plus âgées. C'est ce qu'on appelle les boomers. Donc, c'est les boomers qui ont du patrimoine. Ben, les boomers qui ont du patrimoine sont allés voter. Sont allés voter parce que ils vont voter à chaque élection. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas allés voter par conviction ou même par intérêt particulier pour ces élections par rapport aux autres. Et là, je renvoie à un autre tableau de l'étude de l'IFOP, très intéressant, qui nous montre l'intérêt des électeurs de chaque famille politique pour le scrutin. Donc on pourrait se Ouais. dire, pour expliquer ces résultats, c'est très simple. Les boomers électeurs de François Fillon se sont déplacés aux urnes parce qu'ils s'intéressent à la politique plus que les autres électorats. En fait, il n'en est rien. Ceux qui se sont le plus intéressés à ces élections, donc pendant la campagne, ce sont les électeurs du RN. 59% d'entre eux déclarent s'être intéressés à la campagne pour les élections régionales. 59%. Ensuite, seulement les électeurs LR, 55% d'entre eux s'y sont intéressés. Les électeurs LREM, 53%. Et les électeurs de gauche, écologistes, 52%. Donc en gros, ce qu'on remarque, c'est qu'à peu près tous les électorats se sont intéressés de manière similaire à ces élections, mais que s'il faut trouver un électorat qui s'y est plus intéressé que les autres, ça n'est pas l'électorat de la droite traditionnelle, c'est l'électorat du RN. Donc Ouais. ça n'est pas l'explication au fait que les uns se sont déplacés et les autres non. Bah, il s'y est Donc peut-être suffisamment intéressé de l'électorat du RN pour voir que finalement le parti n'avait rien à offrir et que ça valait pas la peine de se déplacer. Eh bien voilà, donc on arrive effectivement maintenant aux conjectures, quoi. Pourquoi les uns se sont déplacés et les autres non? Je pense qu'en fait, la première explication, elle est liée au comportement électoral générationnel, quoi. C'est-à-dire que les personnes de plus de 65 ans se déplacent toujours aux élections. C'est une routine. Et Emmanuel Todd parlait des catholiques zombies. Je pense qu'on peut parler des électeurs zombies. C'est ces Ouais. gens qui, en fait, se déplacent aux élections sans grande conviction. Ils ne suivent pas beaucoup plus l'actualité politique que les autres. Ils ne se sentent pas plus concernés que les autres, mais eux ont toujours eu l'habitude, en fait, d'aller voter. Donc, ils vont voter et ils conservent leur habitude de vote, qui est pour cette classe d'âge qui a du patrimoine, c'est effectivement, ça se reporte sur l'électorat de François Fillon. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'électorat de Macron, lui, ça nous dit quelque chose de l'électorat de Macron, puisque lui a connu une désertion de son électorat, contrairement à l'électorat de François Fillon. Ce qui veut bien dire qu'en fait, l'électorat de Macron, dont on avait vu qu'il était composé d'une partie de personnes âgées, hein, un petit peu similaire à l'électorat de la droite traditionnelle, Ben oui, eh parce que bien, souviens-toi que l'année dernière, autre chose intéressante, je te coupe 2 secondes, mais vas-y, vas-y. souviens-toi que non pas l'année dernière, mais il y a 2 ans plus tôt, on faisait une analyse à propos du score de François-Xavier Bellamy en opposition avec le score de, comment elle s'appelait, la tête de Nathalie Loiseau, Oui, la tête de liste En Marche, où on se disait, tiens, c'est marrant parce que finalement, les électeurs LR ont complètement déserté et sont passés chez La République En Marche. Et là, il y tout a le à fait. centre, voilà, il y a le mouvement inverse. Ils sont revenus au bercail et En Marche est une coquille vide à nouveau. Tout à fait. Ben, en fait, je pense que ces électeurs-là qui sont passés de la droite traditionnelle à Emmanuel Macron en 2017 et même aux européennes, je pense qu'effectivement, ce sont des électeurs légitimistes, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qui votent pour le maintien du système en place ou plutôt des habitudes et des lignes idéologiques du système déjà en place. Mm. Donc, dans les régions, ça a été une prime au sortant. Donc, la droite est très forte dans les élections locales, hein, encore très forte si on Ce la qui compare à explique aussi son. le score du PS. Parce que quand le Tout à PS fait. prend des taux à toutes les élections, là, il fait un score, on le rappelle, d'un point de vue national, 17,6%. Donc c'est un score tout à Tout fait à fait. honorable. Tout à fait, on ne l'a pas relevé, mais le score du PS au national n'est pas mauvais du tout. Il n'est pas mauvais du tout par rapport à ces scores attendus et même constatés lors des autres élections, quoi. Donc, je pense que en fait, cet électorat de personnes âgées en fait, qui est allé voter, qui a fait le scrutin en fait, pour ces élections, s'est contenté d'aller voter de manière assez grégaire
pour les sortants, quoi, pour les personnes en place. Et l'électorat de Macron, qui est composé certes d'une partie de boomers, en fait, à patrimoine, mais aussi d'une partie de jeunes cadres dynamiques habitant dans les métropoles, eh ben, ces jeunes-là, eux, ne sont pas allés voter, tout simplement, à l'instar de tous les autres jeunes, en fait. Donc, en fait, les 25-34 ans ne sont pas allés voter. Voilà, tout simplement, les 25-34 ans. Donc, les actifs ne sont pas allés voter, les jeunes actifs encore moins que les autres, 18-24, pas du tout. Et puis, ça monte progressivement quand on gravit l'échelle des âges, quoi. C'est Mais là en gros, l'ironie de l'histoire, parce que Macron, il y a encore quelques jours, faisait passer des communications dans lesquelles il disait être ébloui, très surpris par la popularité qui est la sienne au sein des 18-24 ans. Il avait gagné beaucoup en popularité suite au passage de McFly et Carlito. Il avait trouvé ça vraiment fantastique. Et il pensait pouvoir bénéficier de ça à l'occasion de ces élections. Et finalement, cet électorat, comme tu l'as dit, c'est pas déplacé. 16% de l'électorat seulement est allé voter. c'est ça, c'est miser sur une planche pourrie, hein. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir les jeunes avec soi pour l'ambiance, on va dire, l'ambiance sur Internet, l'ambiance dans les Ouais. débats. Mais électoralement, ça rapporte très peu, quoi. Donc, il faut que ça. C'est très bien de viser la jeunesse dans l'optique d'imbiber toute la société, quoi. Mais se contenter de la jeunesse pour la jeunesse, sans vraiment la former, sans lui donner une conviction profonde, c'est-à-dire comme fait Macron, quoi, ça n'a pas ça ne rapporte pas beaucoup électoralement. Et le jeu dangereux de Macron, c'est que, on va faire un petit peu de prospective pour 2022. Le jeu dangereux de Macron, c'est que cette jeunesse-là, bah, elle ne se mobilisera pas pour lui au premier tour. C'est une jeunesse qui est mobilisable au deuxième tour et qui d'ailleurs est Tout à fait. mobilisable mais divisable aussi parce que les deux parties de la jeunesse actuellement, il y a En Marche, il y a le Rassemblement national qui est le parti numéro un auprès des jeunes, un petit peu la France insoumise, on verra si ça tient ou non parce que leurs résultats quand même se poussent à nous poser des questions, mais les jeunes ne vont pas se déplacer au premier tour pour la République en marche, ils iront au deuxième. Donc ça peut aussi fragiliser l'accession au second tour d'Emmanuel Macron comme les mauvais résultats du Rassemblement national fragilisent finalement l'accession de Marine Le Pen pour le second tour aussi. Donc ça va être très intéressant de ce point de vue-là. Tout à fait, Je parce te qu'en laisse fait, il reprendre faut. ton raisonnement, vas-y. Eh ben, oui, oui, non, mais je poursuis ta réflexion. C'est que Macron n'a pas fait un score gigantesque au premier tour de 2017, hein. Et s'il a été porté, c'est effectivement par cette jeunesse installée, c'est-à-dire ces jeunes actifs installés des grandes métropoles, Mm. parce qu'il bénéficiait c'est vrai qu'il avait une certaine nouveauté, une certaine fraîcheur, hein. Donc, les jeunes ont pu se laisser enthousiasmer. Mais pour une réélection, il y a moins d'enthousiasme. Donc Macron peut très bien, le jour des présidentielles, constater un gros trou d'air dans son électorat au premier tour, hein. Bah, Ça, c'est surtout pas qu'entre-temps, exclu. il y aura peut-être un ou deux confinements supplémentaires dans les chambres de bonne à 9 mètres carrés de Paris. Faudrait peut-être pas non plus trop provoquer les jeunes en pensant que le vote est dû et que de toute façon, on peut leur marcher dessus autant qu'on le souhaite, ils se mobiliseront. Preuve en Ah, est que non. Et l'histoire du barrage à la haine bah, ne trompe plus personne, parce qu'il n'y a plus de haine de quelque côté que ce soit. alors, je pense que Macron, par contre, joue très intelligemment de la manipulation de l'agenda pour se mettre les jeunes dans la poche, hein. Ça marche, hein. Donc, les jeunes c'est triste à dire, mais politiquement, c'est du bétail, hein. Donc, malheureusement, entre guillemets, Macron va réussir à se mettre les jeunes dans la poche. Par contre, il est fort probable qu'il n'aille pas voter. Et autre chose, le deuxième point que tu évoquais, c'était à propos de cet électorat. euh, Je te disais que l'histoire du barrage contre la haine, qui est Ah, toujours ce qui tout à fait, mobilise cet électorat-là, bah, ne tout à fonctionnera fait. pas nécessairement cette fois. On va le voir la Oui, semaine prochaine à l'occasion du second tour. Je crois déjà que ça ne va pas fonctionner, mais pour les présidentielles, à un moment, ça ne fonctionnera pas non plus ad vitam aeternam. D'autant plus qu'avant, il y avait matière à mobiliser. Quand c'était Jean-Marie Le Pen, quand c'était Marine Le Pen, vous ne connaissez pas bien son programme, il y avait matière à mobiliser. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Elle a tout renié. C'est le même discours que La République En Marche, quasiment. Les propositions ne sont pas si éloignées. Elles se chiraquisent. Bon, bah, en fin de compte, voilà, Jacques Chirac ne faisait pas barrière contre la haine en allant voter contre Jacques Chirac. Bon, bah, il y a un peu de ça ah, chez Marine Le Pen aujourd'hui. alors c'est vrai, mais sur ce point, autre chose à noter dans ces élections, c'est que c'est le retour précisément de la rhétorique barrage à la haine. Donc c'est vrai que ça sent le renfermer, ça marche. On a l'impression que ça sonne faux et daté, et pourtant c'est réutilisé par tous les candidats de droite. Xavier Bertrand s'est félicité d'avoir
desserrer l'étau du FN pour lui briser les mâchoires. Donc en fait, et il l'appelle FN, hein, il l'appelle pas RN. Pareil pour Valérie Pécresse. Donc en fait, ils ne sont pas contents d'avoir vaincu la République en marche ou de l'avoir même terrassé. Ils sont contents d'avoir fait reculer le RN. Donc en fait, je pense qu'on va assister à un retour très violent là, dans les mois à venir, précisément d'une rhétorique moraliste quoi, et diabolisatrice du RN. Alors, je pense que c'était la stratégie prévue avec un RN haut. Maintenant qu'on a un RN qui en fait a fait flop, euh, peut-être qu'il y a fasciste, mais il n'y a pas menace fasciste, puisqu'elle est plus en dynamique. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se... Il va bien falloir trouver un ennemi. Et un ennemi plausible, c'est un ennemi qui est capable de l'emporter, ou en tout cas qui constitue une menace. Là, un RN qui s'effondre, bon, on va voir le second tour quand même, hein. Tout n'est pas joué. Peut-être que les électeurs du RN peuvent se remobiliser dans une certaine mesure, mais il est probable que ça reste une contre-performance pour le RN. Et comment les médias, d'ici l'élection présidentielle, vont meubler en fait et vont mettre en scène l'affrontement. C'est-à-dire que c'était très bien d'avoir un RN haut menaçant, parce que même pour créer pour les éditorialistes, ça laisse de la matière. On peut, voilà, il y a un affrontement, quelque part, il y a une affiche. Là, l'affiche, c'est entre deux perdants qui se sont fait doubler par des notables qui n'ont plus rien à dire, quoi, c'est-à-dire les LR. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir comment les stratégies vont se remodeler après cette élection. Et maintenant, on peut s'attaquer aux raisons profondes de la contre-performance du RN. C'est-à-dire que, certes, on peut dire que puisque ça touche le RN, mais également Jean-Luc Mélenchon, mais même également LREM, il y a une désaffection générale et que du coup, le RN de Marine Le Pen n'a pas de responsabilité particulière. Disons qu'ils ont souffert de la conjoncture, pas plus que les autres. Oui. Donc je pense qu'il y a une explication qui tient d'abord à la défiance ou plus que la défiance en fait, au désintérêt et au mépris des, des électeurs pour le système représentatif, quoi, hein. Je pense qu'on peut aller loin, même dans le diagnostic. Je crois qu'on peut dire que dans la démocratie, quoi. On utilise des grands mots, mais je pense que les gens, si on couple ça avec des études qui ont été publiées il y a quelques années, qui montrent une appétence pour un homme fort, qui montrent l'envie des Français de retrouver une autorité et non plus de se perdre dans des débats infinis de techno, je pense que si on couple un petit peu ces différents éléments, il n'est pas impossible qu'on soit en train de sortir vraiment d'une ère historique qui est celle petit à petit, hein, je ne dis pas que c'est fini pour demain, mais on sort peut-être du mythe de la démocratie représentative, quoi. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, si tu as quelque Je chose. crois que de toute façon, il va y avoir un événement qui fera la synthèse de tout ça. C'est que l'agenda à venir pour l'année, enfin oui, pour l'année électorale, les thèmes de campagne, l'agenda, ça risque d'être beaucoup plus Éric Zemmour que Marine Le Pen qui va le dicter. Éric Zemmour incarne sous certaines formes l'arrivée d'un homme fort, de quelqu'un qui sort du sérail, porteur de nouvelles idées et qui réincarne à nouveau la verticalité, ou qui du moins le propose. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Il y en a un qui s'est frotté les mains hier soir, évidemment, c'est lui. Évidemment, en voyant la façon dont le RN s'effondre, en voyant que finalement, la grosse partie des gens qui l'entourent sont quand même des jeunes. Donc lui, il sera capable de mobiliser les jeunes. Et ça va être tout l'intérêt de l'année qui s'ouvre. Donc oui, peut-être qu'on est en train de sortir d'un cycle classique. On a déjà mis un pied d'or, de toute façon, en 2017, une fois qu'on a cassé le couple PS-UMP. Et là, on a même cassé les remplaçants, quoi. Donc, il faut absolument réinventer un nouveau modèle pour réintéresser la population française à ces élections. Et forcément, il faut une nouvelle scène. Alors, la question qui se pose aussi, c'est de dire à partir de quel moment on va compter que les élections ne sont plus légitimes. Quand à 70% d'abstention, et ça devient difficile quand même de ne pas mettre en place un système avec le vote blanc qui rabattrait les cartes. Ils ne le feront pas, bien sûr, mais ça peut être un sparadrap qui sera utilisé dans les 10, 15 prochaines années, grand maximum, à mon sens, pour réussir à maintenir le fonctionnement actuel. Oui, je pense que de toute façon, avec 90% d'abstention,
les institutions se maintiendraient, hein. Les institutions de la Ve République ont ce défaut, c'est qu'elles sont solides, même pour accueillir un personnel politique qui ne l'est immensément plus. médiocre, quoi. Ouais. Donc, elle le soutient. Donc ça, je pense que c'est malheureusement, on pourrait aller très très loin dans l'abstention et même continuer vers les 100%, que la légalité et la solidité du système ne seraient pas entachées. D'autant que le système français est connu pour ne pas avoir de contre-pouvoir autre qu'institutionnel, quoi. Donc déjà qu'institutionnellement, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoir dans la Ve République. Il n'y a rien d'autre extérieur aux institutions. Il n'y a pas de corporation de métier, de choses comme ça. Les Allemands ont Non, bien sûr. ce genre de choses. Nous on n'a pas. Donc je pense que ça peut se maintenir. Par Mais contre, ça, c'est pareil, effectivement, ça fait fi d'un effondrement des schémas classiques. La CGT s'est effondrée depuis 2015-2016. La dernière grande manifestation, c'était contre la loi travail de Myriam El Khomri. Ça remonte oui, déjà. Même les manifestations contre la réforme des retraites ne mobilisaient pas énormément. Donc là, on était déjà sorti d'un schéma. Et ça tout à précédait fait. 2017. Tout est en Tout train à de, fait. tout est en train d'être cassé, toutes les cartes sont en train d'être rabattues. Tout à fait. Donc, moi, je pensais finir sur Zemmour. Effectivement, je ne l'avais pas encore abordé. Donc, ce qu'on voit, c'est que le RN, je pense que ce qui s'est produit, c'est que longtemps, le FN a grandi électoralement sur l'inconscient du grand soir. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il fallait pousser. Tout le monde se mettait derrière pour mettre son bulletin. Plus le FN montait, plus il se rapprochait du pouvoir, plus Mm. on approchait le grand soir. C'est-à-dire que le jour où enfin, ok, ça va peut-être être très dur, mais le jour où on y arrive, il y avait les attentes d'un grand changement. Et le problème, c'est que la stratégie actuelle du RN, de de s'institutionnaliser, de se social-démocratiser d'une certaine manière, a ruiné en fait cet inconscient particulier qui était associé au vote RN. Donc aujourd'hui, le vote RN, c'est voter pour un parti de notable, hein, comme un autre. Donc c'est-à-dire que les électeurs RN, enfin FN, qui avant allaient voter même dans des contextes d'abstention, aujourd'hui, on ne va pas voter pour gagner, pour offrir 3 places de plus à des conseillers régionaux qu'on ne connaît même pas, qui ont été parachutés il y a 3 mois. On va voter uniquement pour nous rapprocher du grand soir. Mais si on Et nous qui enlève la pour perspective ceux, du grand soir, et qui pour ceux qui ont de la notoriété sont des gens qui en plus ont trahi la France par le passé et qui proviennent de l'UMP. Ah, parce qu'on ne va quand même pas se priver de dire que M. Mariani, M. Garot ont voté le traité de Lisbonne, tout eurosceptique qui se disent être à présent, et encore à tout à la fait. marge, parce que Mariani n'est pas tout à fait eurosceptique, ni Garot d'ailleurs. Vraiment, il y a beaucoup de choses à retravailler là-dessus. Et nous, on avait le sénateur, je crois, M. Masson, dans le Grand Est, qui est présent sur la liste de Laurent Jacobelli, et qui, lui, a eu un courage encore supplémentaire, c'est de s'abstenir de voter au moment du traité de Lisbonne, ce qui était vraiment la marque des faibles et des lâches, quoi. Donc, c'est ce qui est Oui, devenu le Front National. c'est Ça ne ça, mobilise pas les foules pour aller voter pour des faibles et des lâches. tout à fait. Mais au-delà de la ligne, hein, au-delà de la ligne, je pense même que c'est la forme, en fait. C'est la forme rassurante, trop rassurante, qu'essaye de se donner le RN. En fait, il faut qu'il reste un peu de quelque chose de rugueux, quoi. Donc, Ah, effectivement, le il se fait, chiracise. il se chiraciste C'est le moment où totalement. tu vires Séguin et Pasqua et où tu mets Chirac. Bon, Tout à bah fait. oui. Oui, Marine Le Donc, Pen, elle fait comme Chirac, elle danse. Mais sinon, voilà. Il donc y je a rien. pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, la conclusion, ça va être que si Zemmour hésitait encore, je pense que là, il peut avoir avancé dans sa décision. Et là, on va dire que les étoiles sont alignées, hein, les planètes sont alignées pour que Zemmour lance sa candidature à la fin de l'été, hein. Je pense que Oui, parce que là, d'autant plus que la scène patriote a été nettoyée aussi. Il y a un score dont on n'a pas parlé, c'est celui de Boula France. oui, On tout n'en à parle fait, pas, oui, mais DLF s'est effondré, Nicolas Dupont-Aignan s'est effondré. tout à Donc, fait, complètement disparu. l'Union populaire républicaine n'a pas pu se présenter. DLF a fait quelquefois des alliances avec des gens de l'UMP, en Bourgogne notamment, il me semble. Donc, la scène patriote, globalement, elle est assez libre là. Donc, Éric Tout à Zemmour fait. peut s'y imposer, à voir dans quelle mesure il peut collaborer avec Florian Philippot aussi, parce qu'il y a ce besoin maintenant. Quand tu fais 7%, tu deviens une Bien personnalité sûr, politique, tu deviens un vrai bien appareil sûr, politique. Donc, tu tout peux à fait, peser. Donc, il y a vraiment ce besoin aussi qu'ils collaborent ensemble, mais il y a un espace politique à prendre. tout à fait. Et Éric Zemmour doit avoir l'intelligence de le prendre, et il est fort probable qu'il ait l'intelligence de le faire. Tout à fait. Bah, je voulais finir là-dessus, en fait. C'est le fait que euh, on peut dire que l'abstention
à jouer contre le RN comme contre tous les autres partis hors LR. Mais en fait, il y a le contre-exemple, c'est la liste de Philippot, quoi, qui fait une performance remarquable. Et donc, c'est bien les mêmes électeurs qu'il a dû mobiliser, puisque les électeurs de Philippot, a priori, sont les mêmes que ceux du RN, ou en tout Oui. cas, ils ne sont pas très éloignés. Donc, si lui, malgré la conjoncture de défiance, a réussi par une posture populiste et plus radicale à amener les électeurs aux urnes, c'est qu'en fait, l'abstention n'est pas une fatalité. Il C'est ni suffit plus de ni moins, garder. c'est ni plus ni moins qu'une posture qui repose sur 3 axes, hein. C'est le courage, une posture de vérité et une posture de respect intellectuel des Français, simplement. Parce que tous Tout à les autres fait. partis politiques ont perdu. Donc, voilà. Quand on respecte les électeurs et qu'on est réellement attaché à leur bien-être, il faut savoir aussi que Florent Philippot, tu l'as vu comme moi, mais Florent Philippot a beaucoup joué sur la carte rassemblements sociaux aussi. Ce que les autres n'ont pas fait, c'est que tout le monde a profité du contexte sanitaire pour faire un très faible nombre de meetings, ce qui a bien arrangé la République en marche par ailleurs, parce que quand ils envoient Marlène Schiappa sur scène, bah, ça fait des scènes ça fait des scènes assez drôles, mais qui ne marqueront pas l'histoire au niveau du brio oratoire. Et ben voilà, Florian Philippot, lui, a fait le choix plutôt de rassembler les gens tous les samedis de faire un discours. Et outre le discours, le dimanche, il y avait également les pique-niques des patriotes. Où Tout à fait. là, voilà, ils se disaient, ben, on va recréer du lien social et les gens, ils sont enfermés chez eux et on va créer quelque chose. Donc, il y a aussi une volonté de retrouver du réel et c'est pas en mettant des technocrates à la tête de divers pôles au sein du parti d'opposition numéro un, donc le Rassemblement national, qui vont y parvenir. Hervé Juvin, ça ne crée pas de réel. Florent Philippot crée du réel. Voilà. Tout à fait. Donc, Donc voilà, voilà ce qu'on voilà, pouvait cher dire, je Pierre, pense, est-ce que sur tu ces as quelque élections. chose à ajouter? Non, non, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, on aurait pu approfondir beaucoup plus, hein, notamment des choses comme. Je vous invite à regarder cette étude de l'IFOP, hein, très bien faite, qui fait 90, 100 pages. Il y a plein de petits détails intéressants à remarquer. Par exemple, que les électeurs de Benoît Hamon se sont déplacés à 40%, alors que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne se sont déplacés qu'à 20, 25%, je crois. 25-26%, oui. Ouais. C'est-à-dire Donc, qu'il c'est y a bien léger. ils ont beau avoir la même ligne, ou une ligne très proche, l'électorat de Hamon, c'est en gros les profs. Les profs sont restés avec Hamon. Et en fait, l'électorat de Mélenchon, il est bien constitué de jeunes et donc d'étudiants qui vont très peu voter, et aussi probablement un électorat issu de l'immigration, qui lui aussi va très peu voter, hein. Je parle de l'immigration récente, surtout africaine et nord-africaine. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc ce genre d'études sont très intéressantes de ce point de vue-là, quoi. Il y a des petites choses, des petits détails qui peuvent signifier beaucoup. Donc, mais je laisserai les auditeurs aller regarder par eux-mêmes. Je pense qu'on a fait le tour Et alors, et peut-être. justement, donc, chers auditeurs, justement, on va conclure. Cette étude de l'IFOP dont Pierre nous parle, bah, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'IFOP. Elle fait 90 pages, donc, mais c'est 90 pages très intéressantes. Si vous voulez approfondir cette discussion, vous avez une grande chance, c'est que si vous êtes de Lorraine, vous allez pouvoir nous croiser, Pierre et moi, assez régulièrement à partir de l'année prochaine. Et que dès que nous aurons la possibilité d'organiser à nouveau des conférences dans un contexte sain, évidemment, nous reprendrons l'organisation des conférences. Vous pourrez également peut-être nous croiser chez les camarades de la librairie des Deux Cités, à qui nous passons le salut. Vous pouvez également écouter Pierre de temps en temps sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, radio vers laquelle on vous renvoie aussi. Et puis voilà, si vous voulez nous soutenir, bah, très simplement, hein, c'est Tipeee, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est un petit peu Twitter maintenant, mais vraiment à la marge. Mais restez au courant de nos activités. L'année qui arrive s'annonce passionnante et riche. À bientôt, Pierre. Bonne soirée à toi. Salut Maxime.